Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de lecture graphique. Je suis trop contente parce que j'ai lu des trucs vraiment chouettes et j'avais très envie de vous en parler. Du coup, je vais vous présenter un certain nombre de BD quand même et puis quelques mangas. Alors, il y en a plusieurs, mais j'essaie de regrouper les sagas pour éviter de vous parler de 50 mangas d'affilée parce que j'ai peur de vous perdre. Voilà. Je vais commencer par les sagas que j'ai avancées ou terminées. Donc je viens de terminer Lulu et Nelson. Vous savez que j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1 et le tome 2 de cette BD. J'avais trop envie de lire le 3, c'est chose faite, c'était sublime. Je peux pas trop vous en parler parce que j'ai pas envie de vous spoiler le reste de la saga, ce serait dommage. C'est une saga qui se clôture en 3 tomes, donc ça c'est plutôt chouette parce que c'est pas quelque chose à rallonge et 3 tomes c'est carrément jouable. Pour rappel, c'est l'histoire d'une petite fille qui grandit au départ en Italie dans un cirque. Ses parents sont dompteurs. Juste un jour, sa mère va décéder suite à un accident avec un animal. Et puis, il va y avoir aussi des problèmes au cirque qui font que son père va prendre la décision de tout arrêter en fait et de s'éloigner, enfin d'éloigner en tout cas sa fille de ce monde-là. Sauf qu'elle, elle est pas du tout d'accord et elle va se mettre en tête de trouver un nouveau lion. Et pour ça, elle va monter de façon clandestine sur un bateau en direction de l'Afrique du Sud. Et quand elle débarque en Afrique du Sud, alors son père est monté entre-temps sur le bateau, enfin bref. Et quand ils débarquent en Afrique du Sud, ils sont en plein dans l'apartheid. Et voilà, du coup, on nous mêle tout ce qui peut être lié aux animaux sauvages et à la captivité des animaux sauvages, à l'histoire, avec un grand H, hein, de l'Afrique du Sud. C'était passionnant. J'ai adoré, les planches sont super belles. La finalité de l'histoire était trop belle, j'ai surkiffé. Parce qu'il faut savoir que dans le tome 1, l'histoire, elle démarre parce que on a une petite fille qui est en Asie et qui doit déménager avec ses parents, mais qui est pas vraiment d'accord. Et elle va tomber sur l'histoire de sa grand-mère, donc de Lulu. Et du coup, voilà. Donc les histoires vont se lier un petit peu et c'était vraiment beau. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était beaucoup trop chouette. Voilà. C'est une saga que je vous recommande de tout cœur. C'est un gros coup de cœur pour moi, Lulu et Nelson. Je pense que je les relirai et pas qu'une fois. Voilà. Je peux que vous les recommander. Vraiment, foncez. C'est pépite. Ensuite, j'ai décidé d'avancer un petit peu dans cette saga parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais lu plusieurs fois le tome 1 et j'avais jamais lu la suite. En fait, j'ai lu le tome 1, j'avais kiffé, j'avais repris quelques temps plus tard encore le tome 1 parce que l'histoire me manquait. Et puis ensuite, le tome 2 est arrivé à la maison et je me suis dit, ah, il faudrait que je reprenne le tome 1 pour bien être à l'aise. J'ai lu le tome 1, mais j'ai pas lu le 2. Puis le 3 est arrivé et je me suis dit, mais il faudrait que je relise le 1 pour lire le 2 et le 3. Donc j'ai relu le 1, donc j'ai dû lire le 1 4 fois au moins. Sans jamais avancer la suite. Et là, je me suis dit, il est temps, Stéphanie, lis la boîte à musique. Donc, j'ai lu le 2 et le 3. Je pense que la prochaine fois, vous verrez le 4 et le 5 dans le point lecture graphique. J'ai beaucoup aimé. Pareil, j'aime beaucoup. C'est un univers de fantasy, donc j'aime beaucoup. Enfin, fantastique fantasy, et j'aime beaucoup. En fait, on suit une petite fille qui s'appelle Nola, qui vit seule avec son papa, et qui un jour va découvrir qu'elle peut traverser et aller dans un autre monde, Pandorian, je crois. C'est ça, Pandorian. Et là, elle va rencontrer des créatures magiques et elle va découvrir que sa mère avait un lien avec Pandorian et qu'elle était là un petit peu pour... c'était un peu la protectrice de ce lieu et qu'elle va devoir, en fait, Nola, prendre la relève. Donc on la suit un petit peu pendant qu'elle découvre ce nouvel univers. On la suit aussi rencontrer des nouveaux amis, des nouvelles créatures. Et c'était vraiment chouette, surtout qu'il faut qu'elle garde le secret, aussi bien du côté humain que du côté Pandorian. Personne ne doit savoir qu'elle peut traverser. Ça pourrait créer des gros troubles et des gros problèmes, donc il faut vraiment pas. C'est vraiment mignon. Ça me fait un peu penser à Arthur et les Minimoys en fait, et moi j'avais adoré, donc forcément là j'aime beaucoup, les planches sont vraiment très belles, vraiment c'est toujours un joli moment de détente. J'ai pas grand chose à vous dire parce que je veux pas vous spoiler ce qui se passe au fur et à mesure, mais c'est vrai que on découvre de plus en plus le peuple de Pandorian, et on en sait un peu plus aussi sur le rôle de Nola.
dans cette histoire. Et voilà, c'est vraiment une BD jeunesse qui est pleine de douceur, qui nous fait découvrir un univers assez fantastique. Et j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Donc voilà, ça va assez vite hein, sur des sagas, mais je vous recommande vraiment La boîte à musique, parce que c'est plein de douceur et ça fait du bien. Je vais maintenant vous parler de Brume, édité chez Glénat, et c'est de Jérôme Pélissier et de Karine Inder. Donc c'est un tome 1, et c'était beaucoup trop mignon. J'ai trouvé que les dessins avaient un petit air de bergère guerrière. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à un petit peu à cet univers. Donc dans cet univers, on suit une petite fille qui s'appelle Brume, qui vit seule avec son papa. Décidément, c'est un peu le pitch des BD. Et Brume, elle a une particularité, c'est qu'elle elle est sorcière. Elle a décidé qu'elle était une sorcière. Alors, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Quoi qu'il en soit, elle a décidé qu'elle était une sorcière. Elle essaye de jeter des sorts et se persuade parfois qu'elle a réussi. C'est comme ça qu'elle se retrouve avec un petit cochon noir comme animal de compagnie, parce qu'elle est persuadée d'avoir transformé une dame pas très aimable en petit cochon noir. Et du coup, elle le garde auprès d'elle. Elle rêve vraiment de grandes choses comme ça, et quand on lui remet, quand son père, qui est son père adoptif, lui remet un grimoire, pour elle, c'est un peu genre la porte ouverte vers ce dont elle a toujours rêvé, la magie et la sorcellerie. Elle va se retrouver mêlée à de drôles d'histoires liées à quelque chose qui va se passer dans le village où elle vit. Elle va se retrouver à affronter des dragons, elle vit des choses un peu extraordinaires, et qui va forcément la conforter un petit peu dans tout ce qu'elle croit. Nous, on va avancer dans l'histoire pour essayer de découvrir qui est cette petite fille. Est-ce qu'elle est vraiment une sorcière? Est-ce qu'elle a des pouvoirs magiques? Qui elle est, en fait? Et pourquoi elle a été trouvée comme ça par cet homme? Qu'est-ce que ça cache? Et bah voilà, quelle est l'histoire de Brume? J'ai trouvé que c'était vraiment une BD qui est pleine de tendresse. La petite est adorable, mais vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, elle est pas juste toute lisse et toute mignonne. Elle a un côté où tu te dis, mais mon Dieu, si c'était ma môme, comment je ferais? Parce que vraiment, pour le coup, elle obéit pas beaucoup, elle en fait qu'à sa tête, et puis elle a des idées comme ça de grandeur, où elle s'imagine être capable de faire des choses extraordinaires. Et à côté de ça, elle est hyper attendrissante, et sa relation avec son papa était tellement mignonne. J'ai vraiment adoré, et j'ai adoré voilà, découvrir cette petite fille qui est tellement persuadée que la sorcellerie et la magie existent que elle adopte un cochon de compagnie. Enfin, c'était vraiment trop mignon, et je peux que vous recommander cette BD. Maintenant, c'est un tome 1, c'est hyper introductif, et j'ai vraiment hâte de voir ce que nous réserve la suite, parce que pour moi, c'était... J'ai eu des paillettes dans les yeux en lisant cette BD, c'était vraiment beaucoup trop chouette. De toute façon, vous allez voir que dans l'ensemble, tout ce que j'ai lu, c'était plutôt très cool. Donc bon, pas de surprise. Je vais vous parler de cette BD que j'ai lue il y a très longtemps et que j'ai oublié de vous présenter, et c'est fort dommage parce que j'avais vraiment aimé. C'est l'émission du GRE, Opération Corne de Licorne. Alors, le GRE, c'est le groupe des Rangers à la rescousse de la Terre, avec deux R. Donc, ce groupe, le GRE, il est composé d'animaux en voie d'extinction. Bah voilà, en fait, il forme... En fait, on a un peu un... En gros, c'est un peu un remake de Charlie et ses drôles de dames, mais avec des animaux. Franchement, c'est exactement ça. C'est Charlie et ses drôles de dames, mais là, on a des animaux comme drôles de dames, et Charlie, c'est autre chose ou quelqu'un d'autre. Donc nous, on suit ce groupe d'animaux qui va avoir une mission. Forcément, il a une mission à faire. Sauf que la mission va pas forcément bien se passer. Ils vont découvrir qu'il y a des choses bien plus louches que ce qu'ils pensaient, et qu'on les a peut-être pris pour des ânes. Voilà. C'était vraiment très sympa. Il y a plein de messages justement concernant les animaux en voie d'extinction. J'ai trouvé ça vachement chouette. T'as ce côté vachement écologique, etc. dans le texte, qui était vraiment cool. Surtout que c'est à destination des enfants, donc je trouve que c'est un message hyper intelligent et hyper chouette à faire découvrir et à passer plutôt. C'était vraiment cool. Maintenant, moi, le seul petit hic pour moi, ce sont les planches, parce que justement c'est de la jeunesse, et moi je trouve pas que... Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas, personnellement, ça ne me parle pas du tout. J'ai pas pris plaisir
comme je pourrais prendre plaisir dans d'autres lectures graphiques à rester pendant 5-6 minutes à regarder une planche, à regarder parce que c'est beau. Là, c'était pas du tout le cas. Là, je me suis vraiment concentrée sur le texte. Alors, je regardais les images parce que j'en avais besoin pour bien suivre l'histoire, mais concrètement, j'ai pas trouvé les dessins dingues, mais c'est vraiment une question d'affinité. Ça, pour le coup, il y a des gens qui vont peut-être adorer. Moi, j'ai pas du tout aimé le dessin, c'était pas mon délire. Par contre, l'histoire et les messages, c'était vraiment top. Je voulais quand même vous en parler parce que je me suis dit que l'idée pourrait peut-être vous plaire. Si vous avez des enfants qui adorent les animaux, etc., franchement, c'est plein d'aventures, c'était vraiment chouette. En fait, t'as un petit peu donc ce côté Charlie et les drôles de dames, et puis t'as un petit peu ce côté qu'on peut retrouver dans Les Indestructibles, tu sais, quand ils vont sur l'île dans le premier film, t'as un peu cette ambiance-là aussi que j'ai trouvé assez chouette. Donc voilà, si vos enfants peuvent être intéressés par ce genre d'histoire, n'hésitez pas, parce que c'est plein de messages, et pour le coup, c'était cool. J'ai terminé la saga Else, donc c'est de Aveline Stockart et de Kid Toussaint, voilà. Le tome 1, c'est l'une d'entre vous qui me l'avait offert, j'avais adoré, et j'avais jamais, je sais pas, j'étais pas tombée dessus en fait, donc bah, comme j'étais pas tombée dessus, j'avais pas sauté le pas pour lire la suite, surtout que c'est pareil, c'est comme Lulu et Nelson, c'est une saga qui se termine en 3 tomes, donc c'est extrêmement satisfaisant de se dire qu'on peut terminer très rapidement une saga. C'était vraiment, vraiment, vraiment chouette. On suit elle qui en fait arrive dans un nouveau collège dans le tome 1, qui va devoir apprendre à se faire des amis. Sauf qu'en fait, elle a une particularité, c'est qu'elle n'est pas que elle est Else. Voilà, on voit. Hein. Il y a la Else rouge, la bleue, etc. En gros, elle a une espèce de... Je vais pas dire qu'elle a un dédoublement de la personnalité, parce que ce serait aller un petit peu loin dans l'interprétation de l'ouvrage, mais Else, elle est plusieurs, en fait. Et en fonction en fonction de la couleur de cheveux, elle a un comportement différent. Alors, c'est bien sûr à l'intérieur d'elle-même, on est d'accord. Hein. Dans la vie de tous les jours, elle n'est qu'une personne, elle, voilà. Sauf qu'elle a effectivement, on va dire vulgairement qu'elle a des personnalités multiples. Et dans le tome 2, c'était vraiment cool parce que on découvre, suite à un choc qui se passe dans le tome 1, que une des personnalités qui était un petit peu bridée parce que un peu trop dangereuse entre guillemets, prend le dessus et réussit en fait à écraser tout le monde et à prendre le dessus. Donc le but, ça va être de réussir à l'intégrer au groupe de toutes les L, et puis de faire en sorte que tout le monde vive bien dans ce corps, et c'était vraiment chouette. J'aime beaucoup les messages qui circulent, le fait que on te montre bien que ta personnalité n'est pas toute lisse, que tu as différentes parties de toi, et que effectivement tu peux avoir une partie qui est je sais pas, qui est plus trouillarde, une partie qui est peut-être plus timide. Voilà, c'était vraiment bien foutu. Il y a une notion d'amitié qui est extrêmement importante aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était vraiment cool, voilà, c'était vraiment cool. Donc merci à toi qui m'avait offert le tome 1, parce que grâce à toi j'ai découvert une belle série, et je suis très contente d'avoir pu la terminer, parce que franchement c'était pépite. Alors maintenant je vais vous parler de cette BD, il s'agit de L'Enfant des Lucioles de Arnaud Boutle, c'est le tome 1, Sécheresse de printemps. Si j'ai bien tout suivi, il y aura 4 tomes, un par saison, voilà. Alors, dans cette BD, on suit des petites lucioles, hein, des toutes petites bébêtes, et particulièrement Fifrel, si je me trompe pas de nom, qui vit avec ses parents, voilà, petite vie normale de petite luciole. Alors elle doit quand même faire très attention, il y a des lieux dans la forêt où ils vivent où ils ne doivent pas aller parce que ça comporte un certain danger. Les humains, donc les géants, ne doivent pas les voir. Et là, il y a un petit problème parce que ses parents doivent gérer les ressources d'eau un petit peu de tout le monde. Et là, il y a une grosse sécheresse, pardon, due à un barrage. Donc les parents vont devoir partir à l'aventure pour rencontrer le conseil et leur demander l'autorisation finalement de faire un trou dans ce barrage pour récupérer de l'eau pour que toutes les petites lucioles puissent survivre. Alors, j'ai beaucoup aimé la notion écologique qui est apportée à l'histoire. Par contre, j'ai
J'ai aimé que ça, en fait, c'est-à-dire que l'histoire ne m'a pas intéressée du tout. Je me suis ennuyée comme un rat mort. Vraiment, j'ai pas du tout accroché, c'était pas fait pour moi. Et alors, j'ai vraiment, vraiment pas aimé les dessins, on dirait des Teletubbies. Ça m'a perturbé tout le long, je vous jure, ça m'a perturbé tout le long. Alors que je pense que c'est une plume ou un truc comme ça, mais moi, je sais pas, ça m'a perturbée et honnêtement, j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé, je me suis ennuyée, j'ai pas aimé les dessins. Voilà. Maintenant, il y a un joli côté écologique et ça, c'est plutôt cool. Voilà, je vais pas vous dire foncez, c'est génial. Moi, j'ai pas aimé, donc et ça faisait longtemps que je m'étais pas ennuyée dans une BD comme ça. Et vous voyez leur coupe? Je sais pas, ils ont on dirait un Teletubbies, vous êtes d'accord, non? Ou un Snorky, un des deux. Voilà. Bref, pour moi, c'est vraiment voilà, c'est un échec cuisant. C'est pas grave, on peut pas tout aimer, hein, heureusement d'ailleurs, mais c'est dommage parce que l'idée me plaisait bien d'avoir une BD par saison, de découvrir l'univers des Lucioles et tout, mais en fait, ça n'a pas fonctionné, donc tant pis. Alors, la dernière BD jeunesse que j'ai lue, c'est Les Sortilèges de Zora. Donc, c'est de Judith Peignan et Ariane Delrieux. C'est le tome 2, La Bibliothèque Interdite. J'ai lu le tome 1 à sa sortie, mais je crois que c'était il y a plus d'un an. Moi, j'avais beaucoup aimé. Je me souviens que beaucoup de gens avaient... Enfin, en tout cas, moi, dans les avis que j'avais vus, les gens étaient un petit peu déçus parce qu'effectivement, dans le tome 1, il se passe pas grand-chose. En fait, on découvre juste Zora, qui est une lycéenne ou collégienne, je sais plus trop, qui vit chez sa grand-mère. Donc, elles vivent à Paris, mais elles ont un lieu assez spécial là où elles vivent. Et c'est très drôle d'ailleurs. Elles n'ont pas un ascenseur, elles ont un chaudron-ascenseur. Donc c'est un chaudron pour descendre et monter, je trouve ça très drôle. Donc voilà, elle fait partie d'une lignée de sorcières, sauf qu'elle vit avec sa grand-mère. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas trop pourquoi au début. Tout ce qu'on sait, c'est que dès le départ, en fait, Zora n'a plus de pouvoir. Et elle va rencontrer quelqu'un qui va l'aider à récupérer ses pouvoirs magiques de sorcière. Donc nous, là, on est avec Zora qui a récupéré ses pouvoirs, mais qui ne sait toujours pas pourquoi et comment ils sont arrivés à Paris avec sa grand-mère, parce qu'elle a très peu de souvenirs et elle comprend pas pourquoi elle n'a pas de souvenirs, donc elle a envie de savoir, sauf que sa grand-mère fait tout pour ne rien lui raconter, donc ça devient un peu compliqué en fait. Elle demande à une de ses amies sorcières si elle en sait plus, mais elle non plus n'a pas l'air de savoir grand-chose, et là, elle va entendre sa grand-mère discuter avec d'autres sorcières. Voilà, elle va un petit peu les espionner et elle va se rendre compte qu'il se passe peut-être quelque chose au niveau d'une certaine bibliothèque mystérieuse et elle va décider de s'y rendre. Voilà, alors c'est toujours très frustrant parce que c'est une BD qui est courte, hein, ça reste une BD jeunesse, on est sur quoi, 60 pages ouais, 48, 50 pages. Et c'est vrai que du coup, on a envie, nous, d'en savoir plus. Et on n'en sait pas plus. Par contre, j'adore quand ils font ça à la fin de la BD. Là, on a... comment ils l'appellent le grimoire de Zora. Donc, on a le truc de divination, les mystères des sorcières, etc. Ça, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien. Je suis toujours... On avance, mais on avance tout doucement. Je me demande combien il y aura de tomes, clairement. Et c'est vrai que c'est assez frustrant parce qu'on a envie d'en savoir plus et on a envie de savoir ce qui va se passer. Donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire que ça nous intéresse, en tout cas moi. Ça veut dire que ça m'intéresse. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que du coup, comme ça avance très peu en 48 pages, du coup, j'en sais toujours pas plus, à part que on en sait un peu plus sur ce qui est arrivé à ses parents, pourquoi elle est chez sa grand-mère, mais il y a encore tout un mystère qui traîne comme ça, et on a envie d'en savoir plus, et c'est vrai que l'autrice, la scénariste en tout cas, elle nous distille des toutes petites infos, et ça rend un peu dingue en fait, mais moi j'aime beaucoup, et je suis très contente de l'avoir lu. Si ça vous intéresse, c'est aussi une adaptation en roman qui est sortie chez Rajo, si vous voulez pas lire en BD mais que l'histoire pourrait vous intéresser, c'est sorti en livre chez Rajo. En tout cas, moi j'aime beaucoup et maintenant j'ai hâte d'avoir la suite, mais comme celui-là vient juste de sortir, va falloir que j'attende. On reste sur les BD, et là je vais vous parler d'une BD adulte qui est beaucoup moins fun et beaucoup moins drôle. Voilà, il s'agit de Yezidi, donc de Ducoudray et Minnie Ludvin. Minnie Ludvin, c'est la dessinatrice que j'ai interviewée, il y a la vidéo d'ailleurs, c'est le dernier Piketty Papote que j'ai fait, et c'est la dessinatrice des Grimoires d'Elphie.
J'adore son trait de crayon, il est magnifique. Et franchement, dans celle-ci, qui pourtant est loin d'être dans le même registre, on reconnaît parfaitement son trait et c'était magnifique. Franchement, les dessins sont incroyables. De toute façon, moi, j'adore son travail, donc je suis peut-être pas super objective. Alors, les Yézidis, c'est une communauté kurde, si je dis pas de bêtises, qui sont... Alors, qui sont persécutés, voilà, depuis très très longtemps parce que ils vivent majoritairement dans des pays musulmans et eux ne sont pas du tout musulmans, eux ils sont... Alors ils ont une religion un peu particulière, je saurais pas trop la définir, mais je crois, et j'espère que je dis pas de bêtises, il me semble que leur religion tire leur base de plusieurs religions justement. Enfin bref, quoi qu'il en soit, c'est un peuple qui est persécuté depuis des années. J'ai lu d'ailleurs... si vous lisez le livre de Yann Manouk, L'oiseau bleu d'Erzurum, on parle aussi un petit peu de ça. Donc là, voilà, là on suit une famille yézidi qui va être pourchassée parce que Daesh arrive et que Daesh veut prendre le pouvoir et s'en prend particulièrement aux yézidis, kidnappe les filles pour les vendre, pour les en faire soit des bonnes, soit des prostituées, tue tous les hommes. Enfin, c'est assez dur hein, comme bande dessinée, franchement, c'est assez dur. Mais c'est un côté historique qui est quand même très important. Et ça reste soft, hein, on n'a pas de dessin, on n'a pas du tout de dessin gore. Hein. C'est sous-entendu, mais finalement, souvent les sous-entendus sont encore plus durs, je trouve. Mais c'est vrai que c'est une thématique que je trouve extrêmement importante, dont on parle peut-être pas assez, et qui fait entièrement partie de l'histoire et qui est importante de mettre en avant aussi. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai trouvé que c'était traité avec pas mal de pudeur. J'ai beaucoup aimé la famille qu'on suit. Vraiment, toute cette notion d'entraide, de fraternité, etc. C'était vraiment cool. Et il y a beaucoup de beaux messages. Il y a beaucoup de beaux messages. Alors, j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que c'est comme pour toutes les autres BD, en fait, comme ça reste des ouvrages assez courts, si je vous en dis un tout petit peu trop, je vais tout vous spoiler et vous n'allez pas avoir ce plaisir de découverte. Donc je veux vraiment que vous puissiez entrer dedans comme ça. Là, dites-vous que c'est un graphique plutôt porté sur l'histoire, qui reste quand même... c'est pas un témoignage, hein. Donc on est quand même avec une famille qui est un peu séparée parce qu'une partie vit dans un endroit qui est protégé et une autre partie est encore sur le territoire envahi par Daesh. Et il va falloir essayer de sauver, en l'occurrence, des jeunes adolescentes. C'est très touchant. Sincèrement, j'ai eu la larme à l'œil, mais parce que c'est des sujets qui moi, me prennent vraiment, vraiment aux tripes. J'ai eu peur pour ces gamines, j'ai eu peur pour la famille, j'ai eu peur pour tout le monde, en fait. Ça parle aussi un petit peu d'enrôlement, de manipulation mentale, etc. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment de super qualité. Je peux que vous recommander de découvrir Yézidi si c'est bien sûr le genre d'ouvrage vers lequel vous pourriez aller sans que ça vous heurte forcément. Voilà. Il y avait beaucoup de BD, hein, oui, je sais. Et on va repartir dans un peu plus de légèreté. Je vais vous parler de Peace Mémé, donc de Cathy Bor aux éditions d'Argo. C'était trop cool. Franchement, c'était beaucoup trop cool. On suit 4 copines. Alors, dans le groupe de copines, il y a 2 sœurs jumelles, mais on suit 4 copines qui sont quarantenaires, enfin entre 30 et 40 ans. Elles n'ont pas toutes le même âge, qui chacune ont leur vie. Elles n'ont pas forcément, enfin, on va dire qu'elles s'épanouissent pas forcément toutes dans leur vie. On a une des sœurs jumelles qui est en couple et qui est mariée avec une femme qui a déjà elles ont déjà une petite fille. Et là, elle est enceinte du 2e enfant. Sa sœur jumelle, elle, semble ne pas s'intéresser du tout à l'amour et ne s'intéresse que à ses chats, au yoga, mais elle est très heureuse comme ça. C'est pas du tout péjoratif ce que je dis, vraiment, elle est très heureuse comme ça, sauf que son entourage comprend pas très bien son attitude. Ensuite, on a une mère célibataire qui jongle avec 3 emplois pour réussir à survivre et à donner à son fils, qui est un adolescent, tout ce dont il a besoin. Et puis la 4e, c'est une femme qui a un poste très important, qui a 2 enfants, un mari, et qui doit absolument tout gérer, qui a une charge mentale
incommensurable. Voilà, donc toutes les quatre, elles sont copines, et un jour, en rigolant, elles se disent, enfin, elles sont au bar ou je sais pas trop quoi, et elles se disent en rigolant, ah, si un jour on gagne au loto, ce serait rigolo d'ouvrir un bar à tisane et de l'appeler Pisse Mémé. Au début, c'est juste une blague entre elles, jusqu'au jour où les deux sœurs jumelles vont recevoir un héritage assez important, et elles vont se dire que c'est peut-être l'occasion et le moment de se lancer. Elles vont proposer à leurs copines de se lancer. Alors leurs deux autres copines, elles sont en mode bah oui, mais nous on n'a pas d'argent, comment veux-tu qu'on fasse? Là, elles ouvrent un crowdfunding et elles vont ouvrir leur fameux bar, le Pisse Mémé, un bar, enfin un café qui va proposer des pâtisseries, proposer de la bière, proposer plusieurs sortes de choses. Et on va les voir toutes les quatre se dépatouiller pour réussir à aller au bout de leur projet. Voilà, j'ai trouvé ça passionnant de suivre des femmes entrepreneuses. Vous savez à quel point moi ça me passionne. J'ai trouvé ça génial, elles sont touchantes, elles sont attendrissantes. Les dessins sont particuliers, mais moi je les aime beaucoup, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup d'affinité, et donc j'aime vraiment beaucoup. Et c'était touchant, vraiment c'était touchant, c'était drôle, j'ai vraiment rigolé à certains moments, et en même temps j'ai été un peu peinée par d'autres scènes, mais j'ai trouvé que c'était plein d'espoir, mais de ouf, vraiment plein d'espoir, et la femme est tellement mise en avant dans ce roman graphique, je peux que vous dire d'y aller, parce que vraiment, là, on parle de femmes, quoi, et de femmes qui entreprennent, de femmes qui en veulent, qui veulent pas se contenter de ce qu'on leur offre, en fait, et qui veulent prendre leur part. Et ça, j'adore. C'est quelque chose que je trouve extrêmement important, surtout en tant que femme, de pas rester comme ça, il faut pas rester, tu vois, juste comme ça, à ramasser les miettes que la société, que les hommes, que tout ça accepte de nous donner. Non, il faut être là et dire, ok, moi je suis là, moi je m'impose, et moi je prends. T'as pas besoin de me donner, moi t'inquiète, je vais me servir, tu vois. Et c'est ça que j'ai ressenti dans cette BD, et j'ai trouvé ça trop bien, vraiment trop bien, c'était super chouette. Après, attention, hein, on n'est pas dans un manifeste féministe du tout, mais j'ai trouvé ça vachement chouette, et puis elles sont super touchantes, leur amitié est tellement belle, et puis voilà, et puis rien n'est facile, et puis vous allez voir que ce nom va leur créer de gros soucis, et ça m'a beaucoup fait rire. Voilà, et puis on parle aussi d'histoire familiale, parce que cet héritage, d'où il vient, qui leur a donné cet argent, pourquoi, et là on a une touche féministe qui arrive, et c'était trop bien, franchement c'était trop bien, j'ai adoré. Et voilà, moi qui avais sauté dessus juste parce que le titre et le résumé m'avaient un peu interpellée, et ben ça s'est transformé en une lecture juste géniale, et je suis hyper contente de l'avoir découvert. On va passer au manga. Alors, j'en ai pas beaucoup à vous présenter, puisque j'ai lu surtout de la BD, mais j'ai quand même avancé dans la saga La Petite Faiseuse de Livres. Alors, cette saga, je pense que tout le monde la connaît, vous êtes peut-être tous à l'avoir déjà lue, et derrière votre écran, vous êtes « Ah là là, mais la meuf, elle se réveille que maintenant !» Oui, c'est fort possible. En fait, quand elle est sortie, j'étais très tentée, et puis tout le monde n'arrêtait pas d'en parler, et ça m'a gonflé. Moi, j'ai vraiment ce côté, faut que je le fasse tout de suite, avant que tous les avis sortent. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de nouveautés sur mon compte d'ailleurs. Parce que sinon, ça reste à traîner pendant des semaines, des mois, voire des années. C'est ce qui s'est passé pour La Petite Faiseuse de Livres. Et finalement, j'ai décidé de commencer parce que ils étaient là et qu'ils me faisaient envie. Et my God, c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien, c'est beaucoup trop bien, beaucoup trop bien. Alors ça ne détrône pas Une Sacrée Mamie, hein, clairement pas, qui reste mon number one, mais c'est trop cool. Je pense que tout le monde connaît, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve coincée dans un autre monde, dans le corps d'une petite fille qui est très faible et très malade. Et surtout, c'est l'histoire de cette femme qui est passionnée de littérature, qui passe son temps à lire et qui se retrouve dans ce nouveau monde. C'est vraiment un autre monde, hein. Elle n'est pas dans le passé ni dans le futur, c'est un autre monde. On sait même pas comment elle est arrivée là, mais elle arrive dans ce nouveau monde où personne ne sait lire, où le papier est très rare et vraiment une denrée qui coûte très cher, qui du coup est destinée qu'à la population la plus riche, que seuls les plus riches et les nobles savent lire. Elle, dans la famille où elle est, elle n'a pas le droit à tout ça, et elle va se mettre en tête de créer du papier pour pouvoir écrire des livres, pour pouvoir avoir des bibliothèques. Voilà, s'il n'y a pas de livres, je créerai les livres. Donc voilà, on est dans cet univers-là, je peux pas vous en dire beaucoup plus. On suit l'évolution, alors c'est très perturbant parce qu'on sait pas pourquoi elle est là. Elle, c'est pareil, elle comprend pas ce qu'elle fait là, et puis elle doit agir comme une petite fille, parce qu'elle est vraiment petite dans le livre, mais en même temps elle est adulte dans sa tête. C'est extrêmement compliqué, parce qu'elle a des connaissances qu'elle ne devrait pas avoir. Alors elle sait lire, mais l'écriture qu'elle découvre dans ce monde-là n'est pas du tout la même chose
que celle qu'elle a connue avant. Du coup, elle a quand même obligé de réapprendre certaines choses et certaines bases, notamment à faire briquer du papier et tout. C'était vraiment chouette, franchement, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'essaye de les économiser un petit peu. Donc là, je vous ai présenté les 4 premiers. Je suis en train de lire le 5e pour tout vous dire. Mais j'essaie de les économiser un petit peu parce que je vais vite rattraper toute la saga, j'ai l'impression. Donc voilà. J'ai décidé que j'allais me mettre à jour dans les mangas parce que je prends jamais le temps de les lire et c'est fort dommage. Et je vais terminer ce point lecture avec un ouvrage de chez Hachette. Je sais pas si vous êtes au courant, je crois que je vous l'ai déjà dit, que Hachette a créé une filiale, donc Hachette Graphique, et il propose, alors principalement en young adulte, il propose des ouvrages graphiques. Je crois que je vous en ai déjà présenté un. Et là, j'en ai reçu un autre, et que j'ai lu direct. Il s'agit de Hungry Ghost, de Victoria Ling. Voilà, donc c'est chez Hachette, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment du graphique, on est dans un style enfin, c'est pas du manga, hein, c'est vraiment du graphique. Alors dans cette histoire, on suit une jeune fille, alors je sais plus, je crois qu'elle est coréenne. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble. On suit en fait l'histoire d'une jeune fille qui a des troubles alimentaires. Et alors, c'est plutôt très très bien fait. Il faut savoir que l'auteur a elle-même, en fait, c'est un peu son histoire, si vous voulez. Donc voilà, c'est très réaliste. Alors attention, hein, tous ceux qui sont triggers par tout ce qui est troubles alimentaires, n'y allez pas parce que même moi qui y arrive encore, enfin je suis pas trigger par ça, mais voilà, vous savez que j'en ai, enfin je vous l'ai déjà dit je crois, et c'est vrai que il y a des passages, c'était un peu violent pour moi, même si ça reste du young adulte, donc c'est suggéré, ça n'empêche que quand tu es quelqu'un qui a des troubles alimentaires, des fois c'est un peu dur. Alors elle n'a pas les mêmes troubles que moi, puisqu'en l'occurrence, notre héroïne, en fait, elle n'a qu'une idée en tête, c'est rester mince. Elle veut rester mince et en même temps elle a une mère qui est pas aidante du tout en fait, qui va passer son temps depuis l'enfance de sa fille à lui dire ne te resserre pas, fais attention, il faut rester mince, ne mange pas ça, ne fais pas ça. Au point que finalement cette môme, elle va pas réussir à se construire normalement et elle va vraiment avoir cette obsession de la minceur et se retrouver à vraiment avoir des crises de boulimie parce que il y a un moment il faut quand même se nourrir et en fait bah, elle ne peut pas garder les aliments parce qu'elle est persuadée qu'elle grossit à vue d'œil en fait. Et à côté de ça, on la suit essayer de survivre. Elle est quand même, c'est une adolescente. Elle essaye d'avancer, ouais, d'avancer. En plus, sa meilleure amie est considérée comme grosse. Alors, elle est juste rondouillarde, hein, soyons clairs. Mais voilà, elle est considérée comme grosse. Et c'est vrai que, je sais plus comment elle s'appelle, Valérie. C'est vrai que Valérie, elle comprend pas très bien parce que sa copine, en fait, elle, elle se fait plaisir, elle réfléchit pas. Et alors, elle est pas en train de se gaver non plus, mais elle a une alimentation normale et si elle a envie de se faire plaisir, elle le fait. Et c'est vrai que Valérie comprend pas comment sa pote peut supporter d'être comme ça, en fait. Et ça va aller assez loin au niveau de l'incompréhension hein, entre les deux, et puis de cette mère qui est ultra oppressante. Il faut dire qu'en plus, il va se passer des choses assez difficiles au niveau de l'histoire, au niveau familial, puisqu'il va y avoir la perte d'un parent, et ça va pas du tout aider notre petite adolescente à survivre. J'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Alors, ça reste du graphique, donc c'est vrai qu'on n'est pas complètement dans la tête de Valérie et que on n'a pas vraiment tout le détail de ce qu'elle ressent, mais c'est assez poignant quand même comme ça. Donc voilà, je voulais quand même vous en parler parce que bah, c'était quand même vraiment chouette et c'était bien fait. J'ai rarement lu des ouvrages sur ces thématiques qui étaient bien faits, donc autant relever quand c'est le cas. Et donc voilà. Je me rends compte qu'au fur et à mesure, la luminosité s'est baissée. Alors, il est 14h, hein, c'est juste que je crois qu'il va y avoir de l'orage. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté pas mal d'ouvrages en fin de compte. J'espère vraiment que ça vous a plu. Dites-moi s'il y a des BD ou mangas que je vous ai présentés, que vous avez déjà lus, que vous avez aimé ou pas d'ailleurs, hein, mais n'hésitez pas à me dire ça. Est-ce qu'il y en a certains qui vous tentent dans ce que je vous ai présenté? Est-ce que
je vous ai donné envie d'en lire certains, j'espère. Est-ce que ça vous plaît toujours, ce format? Ça me fait extrêmement plaisir, en fait, de pouvoir partager avec vous mes lectures graphiques. Sincèrement, ça me fait hyper plaisir. Je trouve ça beaucoup trop cool. Et je suis contente d'avoir sauté le pas la dernière fois, parce que du coup, maintenant, ça me donne envie de vous présenter plein de lectures graphiques. Voilà, vous vous rendez compte que j'en lis un peu plus en ce moment parce que j'ai très envie, mais tout ce que je vous ai pas présenté tous ces mois et ces années avant parce que je me l'interdisais, vous vous rendez compte un peu? C'est dramatique. N'hésitez pas à me dire quel est le dernier manga ou BD pour lequel vous avez eu un énorme coup de cœur, j'ai vraiment très envie de savoir ça, et quel est, j'aimerais bien savoir, pour ceux qui disent du manga, quel est pour vous le manga incontournable, genre la saga que, voilà, vraiment incontournable, j'aimerais vraiment savoir, dites-moi, parce que moi, ado, j'étais assez monomaniaque et je lisais en boucle les mêmes séries, donc il y a plein de séries que je n'ai pas lues, et je me dis, il serait peut-être temps que je m'y mette. Et je trouve ça assez cool de m'y mettre maintenant, en fait. Mais par exemple, One Piece, j'ai lu 4, 5, j'en ai lu 5. Parce que, non, déjà, c'est pas... Voilà, je suis un peu plus vieille. Et puis aussi parce que, bah, c'était pas mon délire, quoi. Mais, par contre, ceux que j'ai lus, genre... truc de Versailles, là, merde... Oh, ça y est, j'ai plus le titre, j'ai la couverture en tête. Bah celui-là, genre, je l'ai lu 10 fois, tu vois. Mais voilà, donc j'aimerais bien savoir quel est votre incontournable en manga, même si c'est un vieux manga, hein, vraiment. Donnez-nous des recos dans les commentaires, comme ça j'irai mettre ça sur ma wish. Voilà, je vous remercie en tout cas du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que je vais vous retrouver dans les commentaires. Voilà, ça va être trop cool. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve dimanche dans un vlog lecture. Et puis c'est tout. Bisous bisous!